Bonjour à tous. Donc effectivement, l'année dernière, nous avions parlé de la goutte. Donc on reste un peu dans la même thématique des arthrites microcristallines avec la chondrocalcinose, qui est un thème qui m'avait été suggéré par l'un d'entre vous l'année dernière. En fait, je vais parler de chondrocalcinose, mais en fait, le terme exact que je devrais employer, c'est rhumatisme à dépôt de cristaux de pyrophosphate de calcium. Qui est le terme qui concerne la maladie symptomatique, alors que chondrocalcinose, en fait, c'est l'aspect radiologique avec les dépôts qui n'est pas forcément symptomatique. Mais vous m'excuserez, je trouve le terme un peu long, donc souvent je vais dire chondrocalcinose en parlant de la maladie. Donc c'est une maladie qui touche plus fréquemment la femme, et la femme d'un certain âge, après 60 ans, 70 ans, avec une prévalence qui va augmenter avec l'âge et qui va devenir assez fréquente après 80 ans. Surtout fréquente sur l'aspect radiologique, avec plus de 30% des patients qui ont des liserés de chondrocalcinose sur les radios, mais qui ne vont pas forcément être symptomatiques. On va voir qu'il n'y a qu'une petite partie en fait, de ces patients qui seront symptomatiques. Ça, c'est le pourcentage de patients qui ont les liserés de chondrocalcinose. Et la partie symptomatique, on ne sait pas très bien, on n'a pas vraiment d'études de prévalence là-dessus, mais ça représente une petite partie. Et donc là, après 80 ans, et en noir, c'est la goutte, donc ça reste plus fréquent que la goutte, en fait. Comme son nom l'indique, c'est une maladie qui est liée à des cristaux de pyrophosphate de calcium qui vont se déposer dans les cartilages et dans les fibrocartilages. Parfois, il va y avoir un facteur déclenchant qui va être à l'origine d'une réaction inflammatoire très importante, car médiée par l'inflammasome comme dans la goutte, qui va donner une inflammation vraiment très rapide qui s'installe en quelques heures, très bruyante, mais également autolimitante, c'est-à-dire qui va pouvoir s'arrêter toute seule après quelques jours. On a donc en fait pour la physiopathologie, en fait, c'est des cristaux de pyrophosphate de calcium qui sont différents de ceux de la goutte. Ils sont plus carrés, donc ça c'est ce qu'on voit au microscope, que ceux de la goutte, les cristaux d'urate de sodium qui sont plus effilés comme des aiguilles. Et donc au microscope, on voit ces cristaux à la lumière polarisée dans les cellules. On va distinguer les chondrocalcinoses primitives des chondrocalcinoses secondaires, sachant que dans la très grande majorité des cas, c'est des chondrocalcinoses primitives, sans cause identifiée. Il y a de très rares formes familiales liées à des mutations, mais c'est exceptionnel. Voilà, donc dans la grande majorité des cas, c'est la maladie de la personne âgée, mais on n'a pas de cause identifiée. Dans les causes secondaires qu'on va retrouver, la plus fréquente, c'est post-traumatique ou post-chirurgicale. Le cas classique, c'est l'homme de 30 ans qui s'est fait opérer d'une ligamentoplastie ou d'une ménisectomie sur un genou. Quelques années après, on va avoir sur sa radio, sur le même genou, des calcifications de chondrocalcinose, mais qui va rester localisée à cette articulation. Ça ne va pas être une maladie diffuse dans l'organisme. Par contre, dans les causes secondaires qui peuvent donner une maladie plus diffuse, on va retrouver l'hyperparathyroïdie primitive, l'hémochromatose et l'hypomagnésémie. Donc chez des patients jeunes, moins de 60 ans, qui ont une chondrocalcinose, il va falloir rechercher ces causes parce que du coup, il va falloir ne pas passer à côté, ne pas méconnaître une hyperparathyroïdie ou une hémochromatose. Donc on va leur faire un bilan systématique avec une calcémie, une PTH, ferritine et une magnésémie. Donc on a plusieurs formes cliniques. Il y a le patient asymptomatique chez qui on va retrouver ces liserés de chondrocalcinose de façon fortuite sur les radios et il ne va pas forcément devenir symptomatique un jour. Dans la plupart des cas, la question du diagnostic se pose quand on est face plutôt à une arthrite aiguë, mono- ou oligoarthrite. C'est ce qu'on va voir plus tard.
Et dans de plus rares cas, c'est des formes d'arthrite chronique récidivante qui se présentent plus comme un rhumatisme inflammatoire chronique, comme une polyarthrite rhumatoïde ou une PPR. Ça peut prendre différentes formes et être assez trompeur, mais ça reste une forme assez rare. Et enfin, il y a le côté plus mécanique de l'atteinte avec une arthropathie dégénérative comme de l'arthrose qui va se former et donc avec des douleurs mécaniques différentes des crises inflammatoires arthritiques. Donc on va évoquer le diagnostic chez un patient, le plus souvent une femme quand même, de 75 ans, 80 ans, qui va se présenter avec une arthrite d'une ou de quelques articulations, le poignet, le genou, le plus fréquent c'est ces deux articulations-là. Donc voilà, le plus souvent ça va être une arthrite du poignet ou du genou, mais en fait ça peut toucher n'importe quelle articulation. L'épaule est assez fréquente, ça peut toucher la hanche, la cheville. Et ça peut toucher le rachis et l'atteinte typique, c'est le syndrome de la dent couronnée, donc qui touche le rachis cervical en C1-C2. À l'interrogatoire, on va souvent retrouver un facteur déclenchant, soit un microtraumatisme, soit une affection aiguë concomitante. Donc nous, en hospitalisation, en fait, on en voit beaucoup qui sont hospitalisés dans d'autres services pour un tout autre problème. Qui va être le facteur déclenchant de la crise. Parfois, les patients vont avoir de la fièvre, et là, ça va nous embêter pour le diagnostic différentiel de l'arthrite septique. Mais parfois aussi, souvent, ça peut être spontanément résolutif en quelques jours. Donc, dans les diagnostics différentiels, le premier qu'il va falloir éliminer, c'est tous les diagnostics infectieux, notamment l'arthrite septique quand on est face à une seule articulation gonflée. Et pour les formes d'atteinte de la colonne vertébrale, ça va pouvoir être confondu avec la méningite pour ce qui est du syndrome de la dent couronnée qui donne des douleurs cervicales hautes, donc parfois qui irradient avec des céphalées qui peuvent être fébriles du coup et avec une raideur de nuque. Et sur le reste du rachis, ça peut être confondu avec une spondylodicite, étant donné, pareil, la fièvre, le côté très inflammatoire. Et sinon, voilà, on va pouvoir le confondre avec la goutte dans les autres arthrites microcristallines. Par contre, la goutte, souvent, à l'interrogatoire, on retrouvera une atteinte de la première MTP assez typique, alors que ça ne se voit pas dans la chondrocalcinose. Et dans les autres arthrites microcristallines fréquentes, il y a les rhumatismes à cristaux d'hydroxyapatite qui vont donner des atteintes préférentiellement à l'épaule et à la hanche au niveau du moyen fessier, avec des calcifications qui seront différentes à la radio et souvent qui atteignent des patients plus jeunes. Donc une fois qu'on est face à un patient qui a une ou quelques arthrites et qu'on se dit pourquoi pas une chondrocalcinose, le meilleur moyen de faire le diagnostic, évidemment, c'est d'avoir un liquide articulaire et de retrouver dans ce liquide les cristaux de pyrophosphate de calcium. C'est le seul diagnostic de certitude qu'on peut faire, mais malheureusement, on n'a pas toujours le liquide articulaire disponible. Quand c'est un genou, c'est plus facile, plus compliqué pour vous dans votre pratique. Mais quand c'est un poignet, une cheville, même si c'est très gonflé, souvent il n'y a pas beaucoup de liquide, il y a une part du gonflement qui est de l'œdème et en fait à la ponction on n'a pas grand chose d'analysable. Donc on est aussi souvent confronté à des patients pour lesquels on n'a pas la preuve et donc on va dans ce cas-là se reposer sur un faisceau d'arguments, comme on a dit, le tableau typique, la femme âgée, les antécédents, est-ce qu'elle a déjà fait ou pas des crises. Après, le patient va avoir un bilan biologique qui va retrouver un syndrome inflammatoire qui peut être très important, avec parfois des CRP à 200. Donc dans ce cas-là, on peut être quand même assez inquiet sur le côté arthrite septique, surtout s'ils ont de la fièvre. 200 de CRP, ça inquiète. Donc ça ne va pas du tout être discriminant. Et rapidement, le patient va avoir des radiographies. Alors, dans ce cas-là, il faut demander les radiographies de l'articulation atteinte,
mais aussi systématiquement des 3 articulations dans lesquelles on retrouve le plus fréquemment des cristaux sur les radios, c'est-à-dire le poignet, la symphyse pubienne et le genou. Donc PSG, poignet, symphyse, genou. Donc pour le poignet, on demande des radios des mains. On verra plus tard, c'est important de voir toute la main et pas que le poignet. Le bassin et les genoux pour étayer nos arguments. Est-ce qu'il y a des liserés de chondrocalcinose? Parce qu'on ne va pas toujours les voir sur les radios et pas toujours sur l'articulation qui est en crise en ce moment. On peut voir les cristaux à distance et ça va nous donner donc des indications pour le diagnostic. Pardon. Donc là, sur des radios de genoux, on va retrouver cet aspect, je pense que vous avez tous déjà vu, de dépôt calcique. Donc à gauche, en intracartilagineux, ça donne des liserés fins, linéaires de calcification. Et à droite, en intraméniscal, ça va donner un aspect triangulaire qui épouse le ménisque. Ensuite, au niveau du poignet, la teinte classique, c'est la teinte du ligament triangulaire du carpe, qui peut être un peu évanescente comme sur l'image de gauche, donc qui n'est pas toujours facile à voir, ou plus importante à droite, avec vraiment un aspect... alors là, voilà, un aspect triangulaire au niveau du ligament triangulaire du carpe, et puis aussi au niveau du ligament scaphogunaire. On peut voir aussi des dépôts plus linéaires ici qui épousent le cartilage. Donc ça, c'est dans des atteintes assez fréquentes qu'on retrouve. À gauche, au niveau de la symphyse pubienne, là, très, très typique aussi, cette ligne dans l'interligne de la symphyse. Au milieu, sur la coxofémorale, alors l'image est un peu floue, mais on voit un liseré pareil linéaire sur le cartilage ici. Et on le voit mieux en scanner, en coupe. Quand on a un doute pour une articulation, le scanner reste le meilleur examen pour voir les calcifications. Donc on voit un dépôt linéaire sur tout le cartilage, tout le long de la tête fémorale. Et au niveau de l'épaule, alors je ne suis pas sûre que vous voyez grand-chose là, mais vous regarderez de plus près chez vous. Il y a un liseré linéaire, comme un coup de crayon, très fin, qui vient ici se déposer sur le cartilage. Et à ne pas confondre avec les calcifications qu'on voit habituellement au niveau de la coiffe, qui ça sont plutôt des calcifications d'hydroxyapatite. Au rachis, l'examen de choix, ça sera le scanner, si on a le moindre doute, avec cet aspect typique au rachis cervical en C1-C2 de dents couronnées, avec ces calcifications arciformes autour de l'onotoïde. Sur le reste du rachis, ça va être des calcifications intradiscales qu'on va pouvoir retrouver, ou au niveau de l'arc postérieur en interépineux, ou au niveau des articulaires postérieurs. Et donc là, ça va donner des tableaux de pseudospondylodicite quand ça s'enflamme, ou d'arthrite articulaire postérieure. Ça reste assez rare, hein, les atteintes quand même au rachis. L'atteinte la plus fréquente reste poignet, genou, les articulations périphériques. Dans les autres formes qu'on va pouvoir voir à la radio, c'est l'atteinte dégénérative associée à la chondrocalcinose. C'est-à-dire qu'on va avoir des arthroses qui vont être soit sévères et destructrices, très importantes, voilà, vraiment une grosse arthrose, pas classique pour une arthrose habituelle, je vous montrerai les photos, et de topographie inhabituelle, le poignet, la cheville, d'habitude c'est des articulations sur lesquelles on n'a pas d'arthrose hormis s'il y a eu un ancien traumatisme, une ancienne chirurgie.
Il va y avoir des atteintes de la scaphotrapézienne sur le poignet, des MCP 2 et 3 qui vont être des atteintes assez typiques qui vont pouvoir nous orienter vers le diagnostic quand on ne voit pas de calcification. C'est des arthropathies qui vont avoir un mode d'évolution assez inflammatoire et parfois avec des crises d'hémarthrose. Donc un patient qui se présente avec un gros genou et quand on ponctionne, c'est du sang dedans. Quand ça arrive, c'est très évocateur de chondrocalcinose. Quand il n'a pas eu un gros traumatisme avant, c'est pas normal d'avoir un épanchement de sang dans l'articulation. Donc sur les radios, voilà pourquoi c'est important de ne pas faire que les poignets, mais de bien voir toute la main. Quand on n'est pas sûr de voir, parfois on ne voit même pas les calcifications du ligament triangulaire du carpe, on va aller regarder au niveau de l'articulation scaphotrapézienne, il va y avoir un pincement ici, alors même que le patient n'a pas tellement de rhizarthrose, sinon ça se voit dans les rhizarthroses très évoluées aussi. Donc ça c'est assez typique de chondrocalcinose. Et l'atteinte des MCP 2 et 3 qui normalement ne sont pas le siège des arthroses digitales habituelles. Et là ça va vraiment prédominer avec des grosses têtes métacarpiennes et des pincements prononcés sur vraiment les MCP 2 et 3. Sinon ça donne des gonarthroses classiques que là on ne peut pas différencier d'autres arthroses. Et parfois l'atteinte très destructrice, donc là je vous ai montré sur une articulation fémoro-patellaire avec un aspect crénelé, engrainé. On peut voir ça sur d'autres articulations aussi, mais ces atteintes très destructrices sont exceptionnelles heureusement. Alors maintenant qu'on a suspecté une crise de chondrocalcinose chez le patient, comment va-t-on le traiter ? Déjà, il faut savoir qu'on ne sait pas dissoudre les cristaux de pyrophosphate de calcium, contrairement à la goutte, à ceux du rate de sodium. Donc, on ne va pas pouvoir traiter la cause, en fait. Et donc, on va avoir que les traitements symptomatiques et anti-inflammatoires à notre disposition. Bon, il n'y a pas de scoop, hein, c'est comme dans la goutte. On a 3 traitements anti-inflammatoires qui sont la colchicine, la cortisone et les INS à notre disposition. La colchicine marche bien, hein, comme dans la goutte. Donc quand on ne sait pas trop, on peut toujours essayer la colchicine. Avant, dans les recommandations, les INS venaient en premier, mais on est quand même dans une population de patients âgés avec souvent une fonction rénale altérée, avec des comorbidités cardiovasculaires, donc on n'est pas toujours très à l'aise avec les INS. La colchicine peut être une bonne alternative à condition que la fonction rénale soit correcte. Je vous rappelle que c'est contre-indiqué si la clairance est inférieure à 30, mais même quand la clairance est pas mal, avec l'âge souvent c'est moins bien toléré la colchicine, ça donne des diarrhées. Alors attention, la diarrhée c'est un signe de surdosage, donc quand ça arrive il faut baisser la dose de colchicine, voire l'arrêter, puis peut-être ne pas trop insister sur ce traitement et dans ce cas-là passer plutôt à la cortisone. La cortisone, on va pouvoir donner en comprimé, 30 mg par jour. On fait la même chose dans la goutte pendant quelques jours, le temps de passer la crise. Là encore, si le patient est diabétique, hypertendu, ça va nécessiter une surveillance où il faut en tout cas qu'il soit bien équilibré. Et sinon, la cortisone, on va pouvoir la mettre en infiltration. Nous, avant de faire l'infiltration, on s'assure que l'hypothèse septique est écartée quand même. Donc, habituellement, on commence par la colchicine qui a l'avantage de, si jamais on s'est planté et que c'est septique, c'est pas trop grave. Si après 2-3 jours, ça va peut-être un petit peu mieux, mais pas complètement, dans ce cas-là, on est rassuré sur le côté septique si la CRP a bien diminué, que ça a quand même dégonflé, mais c'est pas suffisant. Et dans ce cas-là, on va pouvoir s'orienter sur cortisone ou infiltration quand c'est qu'une seule articulation. On peut aller effectivement vers l'infiltration. Pour la forme d'arthrite chronique récidivante, oui. Les traitements, c'est le temps de la crise, c'est 2, 3 jours, 5 jours, selon l'importance de la crise. En général, c'est en fait...
Comme j'avais mis, c'est recommandé de commencer très tôt le traitement, dans les 24 premières heures. Mais souvent, les patients, ils arrivent plus tard chez nous. Et chez vous aussi, j'imagine. Et du coup, la crise a pris un peu plus d'ampleur. Donc, quand c'est commencé très tôt, 2 jours suffisent. Plus tard, et que ça touche plusieurs articulations, parfois, il faut plus d'une semaine. On s'adapte. Donc pour les formes chroniques récidivantes, alors soit des arthrites un peu comme une polyarthrite qui persiste de façon chronique, soit avec des arthrites aiguës mais qui récidivent très régulièrement et qui invalident le patient, on peut envisager de laisser une petite dose de colchicine ou de cortisone au long cours en prévention des récidives. Et puis après, dans de très rares cas, peut se discuter un traitement de fond comme dans une polyarthrite rhumatoïde par exemple, avec du méthotrexate ou une biothérapie anti-IL1 ou anti-IL6. Mais ce n'est pas du tout des choses qui sont validées. Déjà, ça concerne très peu de patients qui ont ces formes chroniques-là. Donc, c'est des traitements qui n'ont pas l'AMM dans cette indication-là. Et enfin, pour la forme dégénérative, arthrosique, il n'y a pas de traitement spécifique non plus, c'est le traitement de l'arthrose, le traitement fonctionnel, antalgique et chirurgical quand il le faut, quand l'atteinte est trop importante. Voilà, donc je suis disponible si vous avez des questions maintenant ou plus tard, si vous voulez discuter de dossiers ou de simples questions, vous pouvez m'envoyer un mail ou via la plateforme Doc & Co. Merci beaucoup, Charlotte. J'ai une question par rapport à quelque chose un tableau qu'on voit fréquemment, c'est la biopsie d'huile d'épaule. À quel moment je pense Ah oui. Pensez à nos amis de la vidéo. Ouais, merci. Donc, moi je pense à un tableau très fréquent pour nous, c'est la biopsie d'huile d'épaule qui arrive aussi souvent chez les gens d'âge moyen. Oui, alors à quel moment vous devez penser à la chondrocalcinose et faire le bilan Là, c'est la radio qui va déterminer si on est dans un rhumatisme à hydroxyapatite, qui est plutôt du coup le tableau le plus fréquent auquel vous êtes confronté, puisque voilà, vu l'âge effectivement, et ça reste plus fréquent au niveau de l'épaule. Donc sur la radio, la radio va vraiment faire la différence. S'il y a des calcifications, comme je vous avais montré, plutôt au niveau sous-acromial, au niveau de la tête, là c'est de l'hydroxyapatite et il n'y a pas à chercher plus loin une chondrocalcinose. Au niveau, donc là c'est l'âge du patient qui va vous orienter. Pour la chondrocalcinose, si vous pensez que c'est un patient plus âgé qui a 70 ans ou plus et que dans ce cas-là vous dites c'est peut-être une chondrocalcinose, dans ce cas-là demandez en complément les autres radios parce que pour voir le liseré sur l'épaule de chondrocalcinose, c'est pas fréquent de le voir en tout cas. Et après le traitement pour les cristaux d'hydroxyapatite, vous connaissez, ça sera la même chose, anti-inflammatoire quand ils sont plus jeunes ne pose pas de problème. On a une autre question. Est-ce que vous, en vidéo, vous avez une question? C'est le moment d'activer le micro. C'est maintenant. Oui. Les signes radiologiques des conditions apparaît depuis la première crise, avant, après, à quel moment les signes radiologiques apparaissent pas pour la maladie? Les signes radiologiques, ils sont là avant la première crise, puisque dans la plupart des cas, les cristaux ne seront jamais symptomatiques. Donc, ils sont. Alors, combien de temps avant? Je ne peux pas vous dire. Mais en tout cas, ils sont présents avant et ils ont pu être vus sur une radio faite pour autre chose à un autre moment. Quand on fait la radio de la première crise, on doit avoir sur l'imagerie directement les signes. On devrait voir les signes, mais là encore, parfois il y a des calcifications qui ne se voient pas sur la radio, qui sont trop fines. Donc
c'est là où on va céder d'autres arguments d'arthropathie dégénérative évocatrice de chondrocalcinose. Et puis parfois, on n'arrive jamais à trancher. Ça arrive qu'on parle, comme dans ce cas-là, nous on conclut que c'est une arthropathie microcristalline, mais sans trop savoir laquelle quand on n'a pas d'éléments d'orientation. D'accord, merci. Jean-Marc, tu avais levé la main. Oui, bonjour. Je me sens assez mauvais pour vous qui sommes en visio. Enfin, je ne sais pas si c'est que moi ou les autres. La question est la suivante. Quand on a une poussée de microcalcification articulaire fébrile, comment fait-on la différence avec une monoarthrite infectieuse? Est-ce que c'est juste sur la ponction ou est-ce qu'il faut une prise de sang suffit pour nous rassurer? Alors, donc, comment faire la différence entre une poussée de chondrocalcinose et une arthrite septique? On ne peut pas être complètement rassuré tant qu'on n'a pas de liquide articulaire à analyser, mais souvent c'est le cas, donc on y va au feeling. Donc, parce que c'est un caractère très inflammatoire, enfin, comme vous avez déjà vu avec les crises de gouttes, ça peut être très impressionnant avec des CRP à 200, quand il y a la fièvre ou pas la fièvre. D'ailleurs, dans l'arthrite septique, ils n'ont pas toujours de la fièvre non plus. Donc on est souvent prudent et on ne commence pas à traiter dans ce cas-là par anti-inflammatoire quand il n'y a qu'une seule articulation, que le patient n'a jamais fait de crise, qu'il y a une petite plaie sur la peau un petit peu à distance, que le patient a eu un peu de fièvre dans les jours qui précédaient l'arthrite. Là, on va quand même être très prudent sur ce qui est arthrite septique et dans ce cas-là, le patient, je pense qu'il faut l'adresser à l'hôpital. Hein. Et par contre, quand il a déjà fait des crises et qu'on a déjà vu sur des radios qu'il y avait des liserés de chondrocalcinose, on peut être plus rassurant et puis débuter un traitement par colchicine. Et si on voit que vraiment ça évolue mal, on va réviser le diagnostic et toujours garder cette arrière-pensée d'arthrite septique. Mais on peut... Pardon ? Et les hémocultures, si le patient a de la fièvre, on peut faire effectivement, comme dit Clément, des hémocultures, bien sûr. D'accord, merci. Oui, j'ai une... Attends, il y a quelqu'un qui avait levé la main? Oui. Allez, vas-y, tiens. Parce que la présence de ces dépôts-là, c'est un signe uniquement de dégénérescence ou à la limite, à la suite, avec le temps, c'est un signe de dégradation aussi. De dégradation de l'articulation? Non, ça vient de façon concomitante. Probablement que c'est lié effectivement à la dégénérescence du cartilage qui favorise les dépôts et c'est pour ça que c'est plus fréquent avec l'âge. Mais c'est pas... c'est pas forcément, il n'y a pas forcément une arthrose sous-jacente quand ça arrive. Et c'est pas non plus forcément prédictif d'une aggravation exubérante de l'arthrose. Ouais, une dernière question en relais de ce qu'avait demandé le docteur Gilder. Finalement, en pratique, nous en ville, sur une première poussée de ce qu'on pourrait penser être une chondrocalcinose, fébrile ou pas, mais très inflammatoire, finalement, il posait la question, on peut avoir la CRP, nous les hémocs, c'est pas possible, on peut se dire qu'on va surveiller la CRP, elle est à 48 heures et l'état général du patient, mais est-ce que tu dirais que sur une chondrocalcinose qui n'est pas documentée, pas connue chez quelqu'un, est-ce que ça vaut le coup, sur une première poussée, de l'adresser aux urgences pour que le liquide soit ponctionné, toujours avec cette arrière-pensée de l'infection articulaire, ou est-ce que tu penses qu'on peut se permettre d'attendre 48 heures, de voir si le traitement initial fonctionne? Je pense que si l'état général du patient le permet, on peut se permettre d'attendre 48 heures si... alors, par exemple, si c'est un poignet, c'est rare d'avoir une arthrite septique au poignet. Donc, c'est plus facile. Donc, ce qui va poser problème, c'est quand ça sera le genou. Pareil, quand c'est l'épaule aussi, c'est rarement septique. Donc, sur un genou... En général, le patient, il n'a pas le même... Mais enfin bon, là, il n'y a pas de généralité, hein, mais... l'état général est mieux conservé quand c'est une poussée de chondrocalcinose. Il y a une discordance entre les signes locaux inflammatoires très impressionnants et le patient qui sourit, qui va bien.
dans l'arthrite septique, ils vont être vraiment altérés. Donc si vous avez l'impression qu'il est altéré ou que c'est un patient particulièrement fragile, dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à l'adresser d'emblée aux urgences. Sinon, peut-être se laisser 48 heures de colchicine. Merci. Merci beaucoup, Charlotte. Charlotte.